la conférence, Ludovic Maillot, directeur commercial de Desialis, Didier Coulmier, directeur R&D de Desialis, et Samy Julian qui est directeur de Lab2Field, qui est le laboratoire donc, qui a mené les essais qui nous réunissent, dont les résultats nous réunissent aujourd'hui. Et puis Morgane aussi, qui travaille également chez Desialis sur ce marché du cheval. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de tenir en 1 heure comme promis. Vous pouvez poser vos questions à l'issue de chaque intervention, ou sinon à la fin. Donc, je crois qu'on n'est pas. C'est assez souple comme ça. Bien sûr, je vous enverrai les slides à l'issue dans la journée, ainsi qu'un communiqué de presse de synthèse. Et puis, si vous voulez parler avec les intervenants, comme certains d'entre vous me l'ont demandé, je vous communiquerai leur numéro de téléphone et ils se prêteront avec plaisir à vos demandes de compléments d'information. Alors, sans plus attendre, voici l'agenda. Donc, Éric Massé, donc président, va faire une introduction, me rappeler les quelques éléments clés de la luzerne, de cette filière. Yann Martinet, donc directeur de la coopération agricole luzerne de France, recontextualisera finalement ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le résultat de cette étude cheval, spécifiquement cheval. Samy Julian, et ce sera la partie congrue, on va dire, de la conférence, 20-25 minutes, les résultats, les derniers résultats, hein, puisque je rappelle que pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, qu'on a fait une conférence en publié l'année dernière sur les premiers résultats, que je rappellerai dans le communiqué de presse, premiers résultats de cette étude cheval, hein, qui est une étude moyen court, on va dire. Et puis Desialis, qui est le partenaire de la filière commerciale, qui est en contact avec les marchés, vous présentera l'état des lieux, on va dire, de son offre et du marché. Voilà. Éric Massé, je te passe la parole, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence. Peut-être avant de commencer, même si c'est un peu hors sujet, mais souhaiter quand même la bienvenue à Yann Martinet en tant que directeur de la coopération Luzerne de France, hein, comme je pense vous le savez tous. Éric Guillemot est aujourd'hui en retraite, hein, depuis le 1er juillet, après une trentaine d'années au service de la luzerne et de la protéine. Et donc pour Yann, c'est un peu son baptême aujourd'hui en tant que directeur, et je suis vraiment très heureux de pouvoir compter sur lui pour les prochaines années. Voilà, alors rapidement, hein, parce que le temps est compté, donc la coopération agricole Luzerne de France. La Luzerne aujourd'hui, ce sont 11 coopératives, essentiellement des entreprises, mais essentiellement des coopératives. On doit avoir 3 entreprises privées encore qui sont filiales de coopératives. 24 usines, vous voyez, hein, surtout concentrées sur le nord-est, hein, parce que vous avez 80% de l'activité qui se trouve en Champagne-Ardenne. 6500 producteurs, 68 000 hectares. Je pense qu'on va arriver aux 70 000 assez rapidement. On sent bien aujourd'hui une progression de la surface de Luzerne. 68 000 hectares sur à peu près 300 000 hectares de luzerne, donc française, donc en autoconsommation. Cette luzerne déshydratée, 785 000 tonnes, un tiers en balle et les 2 tiers donc en granulé. Et parce que c'est important, 1000 équivalents temps plein, donc direct, essentiellement d'ailleurs en zone rurale. Alors, la luzerne, vous le savez, c'est un fourrage de qualité, et essentiellement aussi sur sa fibre, hein, digestible. Hein. On parle beaucoup de santé animale et Samy, je pense, nous en reparlera. Riche en protéines, sans OGM. Hein. Vous savez qu'en Europe, donc, les OGM sont interdits. Et on sent bien aujourd'hui un regain chez des éleveurs de la production sans OGM. Et nous, on fait partie de ces solutions. Le bio prend de l'importance, hein, parce que c'est aujourd'hui 10% de la production, et on sent bien d'ailleurs une montée en puissance de cette production bio. 7,5 de la production de plantes riches en protéines, ah oui, 68 000 hectares, et pourtant c'est la luzerne qui produit le plus de protéines à l'hectare, ce qui permet de représenter cette 7,5 de production. Alors, marché essentiellement les vaches, les ruminants, vaches laitières, chèvres, également les brebis, les lapins, et aujourd'hui on va se focaliser sur le cheval.
Alors, la luzerne, c'est bien sûr de la protéine, hein, parce que essentiellement, c'est quand même le but de la production, mais quand on parle de luzerne, on parle beaucoup de biodiversité. C'est une plante qu'on garde sur 3, voire même 4 années. C'est un refuge pour la micro et la macro faune. La floraison, on a de la floraison qui peut débuter avril-mai jusqu'au mois d'octobre. C'est vraiment une ressource mellifère très importante. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, je suis contacté encore dernièrement par un apiculteur qui souhaite remonter de la Loire des ruches pour justement profiter de cette manne de floraison de la luzerne. Un bilan carbone positif, hein, on vient récemment de refaire une étude sur l'analyse cycle de vie par l'INRAE et qui prouve que la luzerne consomme plus de carbone ou stocke plus de carbone qu'elle n'en émet. Quand on parle de la luzerne, on parle aussi de qualité de l'eau. On est souvent approché par les bassins de captage d'eau parce que bien sûr c'est une légumineuse, donc pas d'apport d'azote. Et c'est une plante qui d'abord consomme l'azote du sol avant de consommer l'azote de l'air. Donc c'est une réduction vraiment de lessivage. Peu de pratiques, peu de produits aussi pharmaceutiques, pas d'insecticides, pas de fongicides, très peu de désherbants. On parle beaucoup aujourd'hui d'agroécologie depuis même pas mal d'années. C'est vraiment la culture qui a toute sa place. J'en parlerai peut-être un peu dans ma conclusion sur la prochaine PAC qui va être plus dirigée vers l'environnement, à la Green Deal. Et ça permet aussi de fournir de l'azote pour les cultures suivantes, restructure les sols, limite également l'érosion du sol. Voilà, vous voyez bien que c'est vraiment une plante magique et dont maintenant on va travailler essentiellement aujourd'hui donc la production de la luzerne pour le marché. Merci. Ok, merci Eric. Pas de questions à cette étape. Je passe la parole tout de suite à Yann, donc nouveau directeur, pour recontextualiser ces contenus qui présentés aujourd'hui. Merci Eric, merci Denis. Je suis ravi d'être parmi vous pour cette première en tant que directeur, effectivement. Donc il me revient de recontextualiser un peu le travail. Ce programme Cheval, on l'a commencé en 2018. Hein, donc il est mené aux côtés de Lab2Field, donc Denis a présenté, qui est une société, il faut quand même le dire, connue et reconnue au niveau international dans le domaine de la recherche équine. On a grand plaisir de travailler avec Samy Julien et son équipe depuis ces années. Et donc Desialis, qui est une union de coopératives de la filière et qui commercialise pas moins de 85% des volumes. Donc voilà un petit peu l'équipe. Et je dois rajouter également deux choses importantes, c'est que nous avons deux soutiens de poids dans cette démarche, qui ont été dans un premier temps la région Grand Est sur le début des travaux, puis FranceAgriMer aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, le constat en fait est parti de DESI 2020. C'est une prospective que la filière avait menée à l'époque en 2013-2014, je pense, sur 5 ans, et qui avait parmi différents axes de travail identifié une perspective sur ce marché équin, puisque vous le savez, la luzerne déshydratée aujourd'hui est consommée très majoritairement par les ruminants, les bovins laits, et on s'en réjouit. Donc je ne me risquerai pas à donner un pourcentage précis, sinon Ludovic Maillot tout à l'heure me corrigera, mais c'est à peu près 3/4, je dirais, des volumes, notamment pour son fort taux en protéines. Donc en alimentation équine, la situation est assez différente. On a identifié avec Samy notamment un manque de connaissances des utilisateurs finaux et donc sur ses intérêts en santé, en performance des chevaux, en bien-être plus largement. Et plus gênant, sans doute la luzerne souffrait d'une mauvaise image par rapport à cet apport en protéines. Donc avec des idées reçues comme quoi elle engendrerait des diarrhées, des fourbures au niveau des animaux. Donc l'objectif vraiment de ce programme de recherche, c'est de démontrer et d'apporter les preuves que la luzerne déshydratée est une source de protéines de qualité, d'amélioration de la santé digestive et de bien-être pour la performance des chevaux. Voilà, avec évidemment une idée d'en développer la consommation sur le territoire national. Donc on a à l'écran là plusieurs actions.
qui vont être menées. Et donc, je fais le focus sur la validation scientifique, donc le travail essentiellement mené par Lab2Field. Donc, la fois passée, on était en juillet, je crois, Denis, tu l'avais dit. On avait vraiment travaillé sur les hypothèses de travail, tout ce qui était autour de la digestion de l'aliment, la digestion, pardon, et l'alimentation des chevaux, avec un focus en fait sur la santé, les bénéfices en termes de performance des chevaux. Aujourd'hui, ce que Samy va vous présenter fait la part large cette fois-ci aux applications, donc les résultats qui ont été obtenus depuis, tant en matière de santé que de performance. Donc c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter cela. Et bien sûr, par la suite, nous avons toute une série d'actions dont cette conférence de presse est un peu l'initiatrice pour extérioriser ces résultats. Plan d'action de communication avec notre ami Denis qui est à côté de moi, qui sera poursuivi jusqu'en mars 2022 pour ce qui est du programme et sans doute au-delà pour la suite. Donc, on a plusieurs événements prévus. Quelques outils également qui sont en préparation pour étayer nos propos. Je pense que Denis, tu as notamment des fiches cheval là, que Samy a proposées assez récemment, voilà, qui présentent de manière assez synthétique les atouts de la luzerne déshydratée dans l'alimentation du cheval sur les différents segments. Donc, on a une fiche cheval sport et donc l'autre, Denis, c'est la cheval loisir qu'on pourra joindre d'ailleurs au dossier de presse. Donc la cible, c'est bien sûr utilisateurs finaux, prescripteurs, mais je ne vais pas être trop long. Je pense qu'on va faire une petite transition avant que Samy ne prenne la parole. Et Denis va vous présenter ce qu'on appelle notre web-série Luzerne. Ouais. Un épisode de notre web-série que nous avons consacré justement donc à ce segment équin. Alors, je laisse Denis faire la technique. Voilà. Merci Denis. Je sais pas, tu peux m'aider, Baptiste, s'il te plaît. Tu peux me démarrer? Ouais. Non, ça marche. Ah, ça part. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, c'est bon. Non, ça va bien encore. Tu peux l'agrandir? C'est bon? Ouais. Et tu mets ça. Voilà. Ça s'appelle le Mont Joli ici, c'est on doit être 300 hectares de bois. Tout ça, et là-bas, il y a un petit peu de bois encore. Il faut trouver une prairie comme ça, au milieu de nulle part. Mon métier, c'est entraîneur de chevaux de course, trotteur. Alors, le secret pour avoir des champions, c'est déjà avoir un champion à la base, et après, c'est à nous, entraîneurs, de l'améliorer. Il faut vraiment ses points faibles, effacer ses points faibles et améliorer ses points forts. Pour avoir des champions, c'est l'alimentation, c'est l'élément numéro 1. Un cheval en bonne santé qui mange bien, c'est un cheval en bonne santé, quoi. Il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'il assimile bien tout ce qu'on lui donne, et s'il assimile bien, on n'a jamais de problème. J'ai coupé mon alimentation de 50 de céréales et 50 en bouchons déshydratés de luzerne, et que ça m'a fait des chevaux vraiment très performants et que des qualités, des vrais chevaux de course, des champions. Ce qui apporte la luzerne, c'est que j'ai vraiment pratiquement plus d'ulcères sur mes chevaux, des chevaux qui n'ont plus du tout mal au ventre et qui mangent très très bien. Les bouchons de luzerne déshydratés, ça fait tampon, ça coupe un peu les ulcères. C'est des chevaux qui masticent plus longuement, qui salivent mieux, qui digèrent plus lentement, voilà, qui passent plus de temps à manger, et que le céréales, il l'avalait beaucoup trop vite. Et la luzerne est top et ça apporte tout, même dans la récupération. On se rend compte que les chevaux récupèrent mieux quand ils sont sous luzerne que quand ils ne sont pas sous luzerne. Un cheval sous céréales, il faisait 2000 mètres, et les chevaux sous luzerne faisaient 2400 mètres, et ils n'étaient pas fatigués, les autres étaient fatigués. J'ai constaté qu'avec les bouchons de luzerne, ils pouvaient courir très rapprochés et qu'ils ne perdaient pas de masse musculaire. Alors, voilà, donc on va reprendre bientôt. Est-ce que vous voyez le présent? C'est bon? Est-ce que c'est bon ou pas? Mais oui, j'ai largé. Comme le gars truc rouge et tout, c'est bon. J'ai compris. Alors, attendez, pardon. Qui consiste à prendre en charge les chevaux qui ne se rentabilisent pas ou qui ne se rentabilisent plus. Pardon, désolé, je cafouille. Afin de leur apprendre un nouveau cheval de scène. Et donc,
on va agir sur l'environnement du cheval, sur l'alimentation, et puis aussi sur le travail, puisqu'on va leur apprendre les idées à battre, leur nouveau métier de cheval de loisir. De plus en plus, les gens cherchent des solutions éthiques pour le devenir de leur cheval de course. C'est la raison pour laquelle, dans une société où le bien-être animal est de plus en plus présent, et bien, c'est dans cet esprit que nous avons de chance a pu se développer. Et nous avons ainsi passé 2200 chevaux depuis le début de notre activité. Ce cheval qui est ici, il a donc été réformé des courses il y a 2 mois maintenant. Ça sent le travail, il était donc assez sec. Il pesait à peu près 400 kg. Et là, vous voyez, après 2 mois de travail, après avoir une alimentation avec comme matière première la luzerne. Donc, bon, hein. C'est vrai, tu peux mettre le. Bon, désolé. Hein. Voilà. Samy, Samy, en fait, je te laisse reprendre la main. Bien, bonjour à tous. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Désolé pour l'internet là. D'habitude, les vidéos, ça passe pas, ou parfois, et là, ça passe 2 fois. Donc, Samy, alors, est-ce que vous voyez mon écran encore? C'est bon? L'écran passe bien? Bon. Alors, du coup, pour commencer, effectivement, dans la continuité de ce que Yann a présenté juste avant, de premiers travaux qu'on a conduits en 2018 et 2019 traitaient vraiment de la relation entre l'alimentation et la digestion, et plus spécifiquement de la relation entre la luzerne déshydratée et la digestion. Et on a fait un focus spécifique sur le fonctionnement de la digestion et dans l'estomac et dans le gros intestin du cheval. Les résultats étaient prometteurs et on a du coup enchaîné sur un programme de recherche qui visait à évaluer effectivement l'effet de la digestion, mais également les répercussions de la distribution de luzerne dans la ration, cette fois-ci sur la santé digestive. Et dans ces présentations aujourd'hui, je vais faire un focus sur les ulcères gastriques et également sur la performance sportive. Donc, tout à l'heure, je vous présenterai les résultats d'un 2e essai, et donc le programme PULSE conduit avec la COP agricole avec Desialis et l'accompagnement de France Agrimaire englobe ces 2 essais de recherche. Alors, pour commencer avec le premier essai, donc l'effet de la luzerne sur la santé gastrique chez le cheval, d'un point de vue très contextuel, les ulcères gastriques chez le cheval sont quelque chose d'extrêmement fréquent. Notamment les ulcères qui touchent la muqueuse qui se trouve en partie dorsale de l'estomac, on appelle la muqueuse squameuse, qui est une muqueuse qui ne sécrète rien, sont des ulcères qui, chez les chevaux à l'entraînement intense, touchent 80 ou plus % de la population, et sur des prévalences extrêmement élevées. Et parmi tous les facteurs de risque, certains de ces facteurs de risque sont des facteurs de risque qui ont une origine alimentaire. Maintenant, on s'est intéressé à la luzerne en regardant l'origine de ces ulcères de la muqueuse squameuse chez le cheval. Donc, l'origine de la maladie, l'éthiopathologie de ces ulcères qui touchent donc la muqueuse qui est marquée là en rose pâle, c'est des ulcérations qui interviennent quand le pH descend en dessous d'un certain seuil. Et là, on a des mécanismes cellulaires qui dysfonctionnent avec, quand le pH descend trop grande acidité dans le milieu, un risque d'érosion de cette muqueuse en haut. Les premiers facteurs de baisse du pH dans l'estomac, c'est la sécrétion d'acide chlorhydrique, comme chez nous, sécrétion d'acide permanente dans l'estomac. C'est la même chose chez le cheval, et c'est la muqueuse que vous voyez en dessous ici, qui s'appelle la muqueuse glandulaire, qui contient des cellules qui sont à l'origine de ces sécrétions acides. C'est un mécanisme normal, physiologique. En parallèle de ça, on va avoir dans l'estomac une très forte fermentation, et notamment une très forte fermentation des petits composés sucrés, des sucres simples, mais également de l'amidon. Quand on regarde les bactéries qui sont présentes, c'est principalement des bactéries qui portent ces fonctions de fermentation de ces substrats. Donc, 2 effets, présence d'acide et acide gras volatile en milieu acide, sont à l'origine de ces ulcères. En plus de ça, pendant l'exercice, on ne va pas avoir un estomac qui est représenté comme ça de manière gonflée, entre guillemets. On va avoir des compressions intra-abdominales qui vont faire que les fluides gastriques qui se trouvent naturellement dans la muqueuse en bas, rose foncé, vont se retrouver beaucoup plus facilement
en confrontation avec la muqueuse squameuse, puisque l'estomac va être comprimé, on va avoir des fortes pressions intra-abdominales. Et donc, cette muqueuse en haut, qui n'est pas protégée par des sécrétions protectrices, au contraire de la muqueuse d'en bas, peut être rapidement irritée. Donc, se pose la question de est-ce que, par une gestion alimentaire qui limite cette acidité dans l'estomac, on peut limiter l'incidence de ces ulcères liés à l'acidité? Pour répondre à cette question, on s'est intéressé à la luzerne d'un point de vue alimentaire, parce que c'est une matière première qui est très fortement tampon ou antiacide. Pour l'illustrer, je vous ai mis ce petit graphique où on prend des matières premières variées, on les met dans un bécher, on prend le pH et on regarde ce qui se passe quand on rajoute de l'acide. Vous voyez que quand on a des céréales, par exemple, il faut très peu rajouter d'acide pour faire chuter fortement l'acidité dans le milieu, le pH dans le milieu. Là où quand on prend de la luzerne, de par sa forte teneur en calcium, en protéines, qui sont des éléments qui vont fixer l'acide, on voit que la quantité apportée d'acide pour faire baisser le pH dans le milieu est beaucoup plus grande. C'est ça le pouvoir tampon. C'est un très fort pouvoir anti-acide. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette matière première pour la santé gastrique. Donc, les objectifs de ce premier essai donc, autour de la luzerne et des ulcères de la muqueuse squameuse chez le cheval, c'était de regarder si, chez des chevaux qui étaient exercés très intensément, on avait des effets bénéfiques à remplacer une part des concentrés classiquement distribués par des granulés de luzerne. Alors, pour répondre à cette question, on est allé dans des centres d'entraînement, recruter des trotteurs français au travail très intense, en début d'année, pendant les préparations pour les courses. Les chevaux devaient être nourris avec du foin et un concentré qui ne contenait pas ou quasiment pas de luzerne et ne pas être sous médication. Ça, c'était pour la partie avant. On a recruté nos chevaux dans 4 centres d'entraînement et on a, avant l'essai, également fixé des critères d'exclusion. Pour dire, attention, si au cours de l'essai, les chevaux développent des maladies, ont nécessité d'avoir des traitements, par exemple des traitements anti-inflammatoires qui peuvent jouer sur l'incidence des ulcères, doivent arrêter l'entraînement, on modifie un des facteurs de risque, on sortira les chevaux de notre essai. Et puis à J0, on est allé faire des gastroscopies sur un peu plus de 80 chevaux, c'est-à-dire qu'on allait faire des endoscopies pour regarder à la caméra la santé des muqueuses gastriques. Ça a été fait par un vétérinaire en aveugle, on ne savait pas quel cheval avait quel régime alimentaire, et on a noté les ulcères. Puis on a fait 2 lots équivalents en termes de sévérité des ulcères, mais également en termes d'âge, en termes de sexe, qui peuvent également être des facteurs d'influence. Ces 2 lots équivalents ont reçu pour le premier le même régime qu'auparavant. Celui-ci n'a rien changé du tout aux pratiques. Et pour la moitié des chevaux, la moitié des concentrés a été remplacée par des granulés de luzerne. La santé des muqueuses gastriques chez les chevaux, 3 puis 6 semaines plus tard. Alors, concernant les régimes alimentaires, on était sur des régimes assez traditionnels de ce qu'on observe dans les centres d'entraînement. Les chevaux qui avaient le régime classique course avaient du foin à volonté et entre 6 et 7 kg en moyenne de granulés, de concentrés. Les chevaux qui étaient sur le régime luzerne remplaçaient la moitié de ce concentré par granulés de luzerne. Au final, on a des régimes qui sont quasi iso-énergie, mais par contre, vous voyez que la teneur en amidon, notamment dans les rations, était moins importante dans le régime luzerne que dans le régime contrôle. C'est un des facteurs de risque donc pour l'incidence, l'apparition, le développement des ulcères gastriques. Maintenant, malgré le remplacement de moitié des concentrés, on restait sur des taux qui étaient au-delà des seuils recommandés aujourd'hui pour la santé gastrique. Alors, pour analyser les données, on a regardé la fréquence de succès ou d'échec dans chacune des populations. Alors, je m'explique un petit peu. On a regardé, du coup, quelle population. Avec l'équipe vétérinaire, travaillé sur la catégorisation des chevaux qu'on avait en groupes. Et on a fait volontairement 2 groupes. Un groupe avec des muqueuses pas ou peu ulcérées et un groupe avec des ulcérations sévères. On les a appelés groupe initialement sain et le groupe initialement malade. Ensuite, on a regardé ce que c'était qu'un succès ou qu'un échec pour pouvoir comparer les incidences dans chacun des groupes. Dans le groupe qui était sain au départ, pas ou peu ulcéré,
à J0, on a considéré que le succès, c'était de rester sain et que l'échec, c'était de devenir malade. Là, en gros, ce qu'on a testé derrière, c'est l'effet préventif de la luzerne sur l'incidence des ulcères, la muqueuse squameuse. Dans le groupe qui était initialement sévèrement ulcéré, on a deux possibilités. Soit on regarde l'amélioration, par exemple, du score d'ulcère, pour répondre à la question, est-ce que la luzerne peut permettre d'améliorer la santé gastrique? Soit on peut même carrément regarder l'effet curatif, est-ce que la luzerne permet de guérir carrément les ulcères? Donc, pour en venir aux résultats, ça, c'est les courbes de répartition de nos différents chevaux. On a à peu près 90 chevaux qui présentaient des ulcères au tout début. Et si on regarde les chevaux qui présentaient des ulcères de grade 2, 3 et 4, on avait à peu près 80%, et 40% qui présentaient des ulcères de grade 3 ou 4 qu'on a considérés comme sévères. Maintenant, si on prend le flowchart, au tout début, on a donc scopé 83 chevaux et 3 ont arrêté l'entraînement, donc ont été exclus de l'essai. On a donc suivi 80 pendant les 6 semaines d'essai. Sur ces 80, 49 avaient des muqueuses qu'on considérait comme pas ou peu ulcérées à J0. Les autres avaient des muqueuses sévèrement ulcérées, muqueuses squameuses sévèrement ulcérées. Sur qui était initialement sain, entre guillemets, pour tester l'effet préventif, on avait donc moitié dans le lot contrôle, moitié dans le lot luzerne, et on a suivi l'évolution pendant 42 jours de ces muqueuses. À J42, parmi les sains au départ, sous le régime contrôle, 9 ont développé des ulcérations sévères. Sur le régime luzerne, 6 sont passés dans le lot sévèrement ulcéré. Le contraste entre les deux, même si numériquement c'est intéressant, n'est pas suffisamment fort pour que ça ressorte statistiquement significatif. Et dans le lot sévèrement ulcéré J0, la moitié était sous le lot contrôle, l'autre moitié sur le régime luzerne. Quand on regarde en fait l'effet sur la guérison, c'est-à-dire le passage de malade à sain, sur les 15 chevaux qui étaient dans le lot contrôle, 5 basculent dans le lot pas ou peu ulcéré au bout de 42 jours, 8 sur le lot luzerne. Si on regarde les améliorations, ce qui ne permet pas en fait de dire que c'est significativement différent. Et quand on regarde les améliorations des ESJV, la tendance est également meilleure, c'est-à-dire que ça s'améliore numériquement plus dans le lot qui reçoit de la luzerne que dans le lot contrôle, mais avec cette taille d'effectif et ce contraste, encore une fois, on se rapproche de la significativité, mais on n'est pas encore en termes de contraste entre les deux. Donc, on voit des effets qui sont probablement intéressants, mais avec les effectifs qu'on a utilisés, les contrastes qu'on avait, ça ne ressort pas statistique. En termes de considération générale, la luzerne a été très bien consommée par les chevaux. Vous avez entendu un témoignage juste avant. Les entraîneurs assez enthousiastes au regard de cette consommation, avec des résultats autant sur la santé que eux, ce qu'ils constataient sur les performances positives. Concernant les effets sur les ulcères de la muqueuse squameuse, donc les ulcères qui étaient en haut, même si numériquement on voit des effets qui sont intéressants, probablement que ça serait accentué avec le temps, puisque les tendances entre J21, que je n'ai pas présenté ici, et J42 sont à l'amélioration régulière. À J42, statistiquement, les résultats ne sont pas significatifs avec les tailles de l'eau qu'on avait. Maintenant, comme je l'ai dit initialement, les apports restaient extrêmement élevés en amidon, et par rapport aux autres essais qui avaient déjà été faits ailleurs dans le monde, là, les chevaux étaient en phase d'entraînement très intense, ce qui est un facteur de risque largement aggravant. Et donc, en termes de perspective, on peut suivre les chevaux sur plus longtemps. La voie d'amélioration était régulière et donc ça peut être intéressant de continuer sur le long terme. Et ça peut également être intéressant de jouer autant sur l'effet bénéfique par la biochimie de la matière première que par la forme d'apport. Et donc, en apportant ça sous forme de brin, peut-être que la production de salive associée permettrait d'avoir des résultats encore plus importants. Et également, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en étant sur le terrain, on n'a pas pu monitorer la durée entre le moment de distribution du repas et le moment où les chevaux travaillaient. Certains des chevaux avaient probablement l'estomac plein, d'autres avaient probablement l'estomac vide, ce qui a probablement limité les effets préventifs associés justement à l'effet tampon de la luzerne dans le film gastrique.
Je vous ai parlé ici des effets sur les ulcères de la muqueuse squameuse. En parallèle, on a suivi d'autres choses sur la santé intestinale, mais également sur la santé gastrique. Sur la santé gastrique, on a vu des résultats extrêmement intéressants sur d'autres maladies gastriques. Ça n'est pas encore publié, donc je vous le présenterai dans les résultats l'année prochaine. Donc le deuxième volet, c'était pour évaluer l'effet cette fois-ci non plus de la luzerne sur la santé digestive, mais regardez l'effet de la luzerne sur la performance, parce que c'est bien d'améliorer la santé digestive notamment, mais si c'est pour peser négativement sur la performance, ça n'est pas très intéressant. Et donc ce deuxième essai visait à évaluer l'effet, cette fois-ci, de la substitution d'une fraction de concentré, principalement des céréales utilisées en course, par de la luzerne, pour regarder si ça n'altérait pas la performance sportive chez le cheval. Alors, il y a de très nombreux risques à utiliser des grandes quantités de sucre et d'amidon pour les chevaux, notamment pour les chevaux de course. NSC, Non-Structural Carbohydrates, c'est la somme des sucres simples et de l'amidon. On a vu les effets négatifs sur la digestion, mais il y en a d'autres sur les maladies nerveuses, il y en a d'autres sur le métabolisme, il y en a d'autres sur la santé musculaire. Et donc, utiliser trop de céréales est à risque. Se pose donc la question de est-ce qu'on peut, sur les chevaux de course, les nourrir avec un petit peu moins d'amidon et de sucre, mais sans altérer leur performance. Aujourd'hui, malgré tout, suffisamment d'énergie et que ceci permette de réaliser une performance à la hauteur des attentes. Pour ça, on a mis en place un essai, cette fois-ci en conditions contrôlées, chez nous, dans une écurie expérimentale interne à l'équipe. On a utilisé 16 trotteurs. Il y a un lot contrôle que je ne présenterai pas ici. Là, je vous présente les résultats de 10 trotteurs adultes, poids moyen pour des trotteurs, d'une masse grasse normale pour des trotteurs. Ah, pardon. Une interruption du côté de Samy, ouais. J'en suis là. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, là, on t'avait perdu pendant une seconde. Donc, 10 trotteurs adultes, d'un poids moyen et d'une masse corporelle, enfin, d'un état corporel normal pour des chevaux à l'entraînement, médian. Et ces chevaux étaient depuis longtemps non entraînés volontairement pour mimer ce qui se passe quand on démarre un programme d'entraînement. Les chevaux, auparavant, pendant cette période d'inactivité assez longue, étaient sous un régime qui était un régime non stressant, riche en fibres. On s'est placé en conditions contrôlées pour monitorer de très nombreux paramètres, par opposition à l'essai auparavant, qui était en situation terrain multicentrique. Cette fois-ci, on était en situation contrôlée, dans une écurie qui est dédiée à la recherche sur la relation entre l'alimentation, la santé et la performance interne à l'équipe. Et les chevaux étaient en boxe individuelle, avec un exercice contrôlé, je vous en parlerai juste après, quotidien, individualisé, et une alimentation également quotidienne, contrôlée quotidiennement et individualisée. Au tout début de l'essai, on a fait des tests d'effort sur les chevaux pour avoir une information sur leur état basal. Si je regarde ces tests d'effort, on a cherché au sein de ces tests, on appelle ça au cours d'un test incrémental continu, à déterminer ce qu'on appelle leur vitesse maximale aérobie, qui est un des éléments qui permet de juger de la qualité physique des chevaux en début de test, puis on l'a fait derrière, en milieu et en fin de test. Sur la base donc, de cette vitesse maximale aérobie, mais également de l'âge, du poids, de la masse grasse, on a fait deux lots analogues, similaires. La moitié a suivi un régime qu'on a appelé contrôle, on y met un régime de course. L'autre moitié a été sur un régime, cette fois-ci, très riche en luzerne. Et puis, on a entraîné les chevaux intensément pendant 8 semaines. Et on a suivi ce qui se passait en termes de performance, mais également en termes de métabolisme pendant ces 8 semaines. Alors, les régimes alimentaires, pour les détailler un tout petit peu, sur le régime contrôle, on va se retrouver très proche de ce qu'on avait dans les centres d'entraînement, avec des chevaux qui avaient à peu près 8 kg de foin et de l'ordre de 4 kg d'avoine. Et sur le régime luzerne, on a substitué une très grande partie de l'avoine par de la luzerne déshydratée
pour avoir des régimes qui soient iso-énergie, qui avaient autant d'énergie, mais sous des formes d'apport différentes. Et puis, comme on a plus de luzerne, on avait des régimes qui n'étaient pas équivalents en termes d'apport protéique. C'était un des souhaits, puisque la synthèse protéique, constitution de masse musculaire, peut être conditionnée par différentes choses, notamment les teneurs en amidon des rations, mais également les teneurs en protéines des rations. Et donc, on avait également des régimes qui, en termes de risque, n'étaient pas équivalents, en lien avec les teneurs en amidon. Concernant le programme d'entraînement, pendant ces 8 semaines d'entraînement assez intenses, les chevaux ont été en entraînement suivi tous les jours à l'exception du dimanche. Pendant 3 jours par semaine, c'était des séances de marcheurs. Et puis pendant 3 jours par semaine, c'était des séances avec un jockey sur piste, avec des exercices contrôlés. Ce qu'on a fait évoluer au cours des 8 semaines, c'est autant le volume de travail que l'intensité du travail. Et donc, ces séances sur piste ont progressivement été un petit peu plus longues et progressivement été un petit peu plus intenses. Quand on regarde à quoi elles correspondent, on avait 2 types de travaux sur piste, ce qu'on appelle l'intervalle training, où l'objectif était d'aller développer au maximum la force, puisque la vitesse est conditionnée par différentes choses, dont la force de l'animal. Pour ça, les jockeys avaient pour consigne de faire des accélérations jusqu'à la vitesse maximale au trot possible pour chaque cheval. Et donc, c'était des accélérations répétées jusqu'à vitesse pic. Pour la partie travaux submaximales, développer d'autres qualités physiques. Là, on fixait un pourcentage de la vitesse maximale aérobie pour chaque cheval, et donc les jockeys devaient tenir cette vitesse pendant 2400 mètres, ce qui correspondait à 3 tours de piste. Alors, en parallèle de cet entraînement stable à contrôler, on a effectué différentes mesures. Je vous présente juste ici celles qu'on a pour l'instant publiées. Il y en a d'autres que je citerai tout à l'heure. On a suivi le poids, évidemment, des animaux toutes les semaines. On a suivi en parallèle les masses grasses des animaux toutes les 2 semaines. En parallèle, ce qui nous intéressait là particulièrement, c'était de suivre la performance des chevaux pendant tout ce qui était exercice quotidien en intervalle training, pour vérifier si leur force, leur vitesse maximale, leur puissance évoluait. On a suivi par exemple la vitesse maximale atteinte au trot, qu'on appelle la vitesse pic à une allure contrainte, chez ces chevaux. Puis on a également calculé la puissance maximale qui était déployée par les chevaux pendant ces entraînements. Calculer la puissance, c'est une équation qui tient compte de la force et de la distance parcourue par le temps. Et on a également, pendant des tests spécifiquement dédiés, regardé, se mettre un petit peu dans des situations de distance réalisée en course, donc sur 2400 mètres, quelle était la vitesse moyenne maximale que les chevaux pouvaient faire sur 2400 mètres, mais un effort analogue à ce qu'il y aurait. Donc là, avec des outils connectés, on a monitoré la vitesse, d'autres paramètres de cinématique sur l'animal. Et enfin, je vous présenterai juste ça ici. On a également regardé, pour vérifier ce qui se passait en termes de synthèse musculaire, l'épaisseur de différents muscles, dont l'épaisseur dans les propulseurs qu'on appelle le gluteus medius, par échographie. Alors, en termes de résultats, pendant la période d'entraînement, on a vu au tout début que les chevaux commençaient à perdre du poids pendant les 2 premières semaines, puis que c'était stable, et de la même manière, ils ont commencé à fondre un petit peu en masse grasse pendant les 2 premières semaines, puis c'est resté très stable. Ils ont perdu le petit surplus pendant les 15 premiers jours, et après, derrière, ils avaient leur poids d'entraînement, leur masse grasse d'entraînement. Donc les modifications ont été marquées au début, puis il n'y en a quasiment plus eu toute la suite du suivi. Quel que soit le régime alimentaire, donc sans distinction entre régimes. Il n'y a pas un régime qui a fait plus grossir ou plus maigrir. Quand on regarde ce qui s'est passé en termes de déploiement de force notamment pendant les sessions d'intervalle training, ces sessions qu'on monitorait toutes les semaines, on a observé une évolution assez rapide liée à l'entraînement de la vitesse maximale, vitesse pic, pendant ces séances d'intervalle, et également de la puissance maximale déployable, avec une évolution importante pendant les 6 premières semaines, puis un plateau qui est lié également au fait qu'on a plafonné à 3 séances sur piste par semaine. Si on était monté à plus, on aurait probablement continué à avoir cette amélioration, et dans la vitesse pic atteinte, et dans la puissance maximale qu'on peut développer.
On a vu un effet de l'entraînement assez marqué, avec triplement quasiment de la puissance maximale développable. Par contre, il n'y a pas d'effet du régime alimentaire. C'est-à-dire que sur les 8 semaines de suivi, on n'observe pas de progression plus rapide ou moins rapide avec l'un des régimes, ou une amplitude de progression plus importante avec l'un des deux régimes. Quand on regarde les résultats pendant les tests de 2400 mètres, on a fait donc un intervalle régulier de 3 semaines, on a un effet du temps, encore une fois, avec une amélioration de la vitesse moyenne que les chevaux pouvaient tenir pendant ces tests. Mais par contre, on n'a pas de distinction entre régimes alimentaires, encore une fois. C'est-à-dire que les écarts qu'on avait au début, on retrouve les mêmes à la fin. Donc en gros, les chevaux s'améliorent bien avec l'entraînement, mais quel que soit le régime alimentaire, l'amplitude de l'amélioration est la même. Et puis, concernant l'effet du régime alimentaire et de l'entraînement sur l'évolution de l'épaisseur de ce muscle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le gluteus medius, on n'a pas vu d'effet statistique ni du temps ni du régime. Si la tendance est à l'évolution, un accroissement de cette épaisseur de muscle, l'amplitude de l'évolution n'était pas suffisamment marquée au cours des 8 semaines de suivi pour avoir un effet statistique. Donc, pas de différence cette fois-ci, ni de l'entraînement, ni du régime alimentaire sur cette évolution, si on voit une croissance légère et régulière de cette épaisseur. Donc, en conclusion de cet essai-là, ce qu'on a observé, c'est que l'entraînement avait un effet très important sur les évolutions de puissance, sur les évolutions de vitesse mesurées tout au cours de la séance pendant ces 8 semaines, et des tests spécifiques réalisés. On n'a pas vu d'évolution significative de la structure musculaire en se basant exclusivement sur l'épaisseur de muscles, quel que soit le régime alimentaire, sans distinction entre régimes. Maintenant, on est en train de traiter toute une batterie d'autres données que je vous présenterai de la même manière pendant la prochaine conférence l'année prochaine, qui sont en cours de traitement puis de publication. On a des données complémentaires à venir au niveau cardio-respiratoire et métabolisme, puisque les substrats énergétiques n'étant pas les mêmes utilisés, on ne va pas utiliser les mêmes voies métaboliques à observer des différences en termes de consommation d'O2 ou de production de CO2 entre les chevaux. Et on continue également à investiguer l'effet sur la structure musculaire, cette fois-ci par des observations, mais microscopiques tirées de biopsie. Donc, en conclusion de ces deux essais, la partie santé gastrique, on voit des effets qui sont intéressants, mais non significatifs, statistiquement significatifs sur la santé de la muqueuse squameuse. Sur la santé de la muqueuse glandulaire, je vous l'ai dit, on en parlera l'année prochaine, mais les effets sont très positifs. En termes d'effets sur la performance sportive, on prenne un régime classique, entre guillemets, course, ou qu'on prenne un régime dans lequel on a substitué une fraction importante des céréales par de la luzerne. Dans les deux cas, on voit une évolution similaire en termes de performance, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager, un petit peu plus d'éléments, des données complémentaires, faire des régimes pour les chevaux de course qui soient plus respectueux de la santé digestive sans forcément altérer, voire en étant bénéfiques, c'est les données métaboliques et cardio-respiratoires à venir, de la performance sportive. Ce que je vous ai présenté, c'est présent dans 2 communications scientifiques qui ont été présentées très récemment, en juin, et puis des publications full papers sont à venir, je les ferai passer par la suite. Merci bien. Merci Samy. Est-ce que à cette étape de la conférence, il y a des questions? Je peux pas mettre le son, l'image. Attendez, on vous entend pas très bien, pardon. J'avais juste une question sur l'essai 1. Quelle était la teneur en protéines des 2 régimes? Teneur en protéines des 2 régimes. On était sur, je le reprends dans le premier papier, mais les granulés classiques étaient autour de 11% de protéines, là où la luzerne c'était de la luzerne 17. Donc on n'est pas en niveau protéines. Oui, mais ça c'est pour le concentré, c'est pas la totalité du régime, si?
Non, ce n'est pas pour la totalité du régime. Sur la totalité du régime, on est quasi équivalent, puisque les chevaux avaient une dizaine de kilos de fourrage par ailleurs. Et donc, bon, je peux le reprendre, je ne l'ai pas sous le nom, je pourrais vous l'envoyer. Merci. Les régimes étaient à quelques pourcents près isoprotéines. Ok, merci. Ok, merci. Samy, une autre question à ce stade. Alors, ouais, j'ai entendu un bruit, là, je sais pas si c'était une question ou un... Non, bon. Alors, on va reprendre le... C'est bon? Ouais, c'est bon. Pardon. Et pour donner donc la parole à Desialis, et je pense que c'est Ludovic Maillot, qui va commencer, c'est ça Ludovic? Oui, tout à fait. J'ai levé la main, donc je vous laisse y aller. Oui, bonjour à tous. Ludovic Maillot, directeur commercial et marketing d'Esialis. Donc je vais faire la première partie de cette intervention, puis ensuite je laisserai la parole à Didier Coulmier, notre directeur R&D. Tout d'abord, donc merci à tous d'être là. Je vais d'abord peut-être présenter un peu qui est Desialis. Alors attendez, je vais prendre le contrôle. Voilà. Ouais. Ah. D'accord. Donc, Desialis, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise spécialisée dans la mise en marché de produits déshydratés. C'est une entreprise qui est leader sur son marché en France et en Europe. Nous sommes une entreprise française qui appartenons principalement à des coopératives. Et le premier de notre produit, c'est bien sûr la luzerne, mais nous faisons également de la pulpe de betterave, de la drèche de blé, de la pulpe de raisin et d'autres produits tels que notamment du maïs et puis de la paille. Nous représentons à peu près 85% de la luzerne déshydratée produite en France, avec des bases très importantes en Champagne-Ardenne, mais également dans le sud de Paris, dans le Loiret. Voilà. Nous aujourd'hui, l'entreprise expédie aussi bien des pellets de luzerne que des balles de luzerne, et que ce soit de façon vrac ou conditionnée, c'est-à-dire en big bag ou en sac. Nos produits sont des produits qui sont garantis, qui sont tracés, donc nous répondons à plusieurs normes, donc bien sûr les normes ISO, les normes Feed Chain Alliance, donc c'est FCA, donc c'est l'équivalent du GMP+. Nous avons également une importante partie de notre production qui est réalisée en agriculture biologique. Et puis, nous avons acquis aussi la certification VLOG qui nous permet de certifier que nos produits sont utilisables dans les filières non OGM. Voilà. Je vais passer sur la suite. Alors aujourd'hui, le marché cheval pour Desialis, c'est un marché très important, et nous avons identifié vraiment trois segments de marché qui sont réceptifs à notre bien sûr à nos débouchés. Alors nos débouchés, c'est pour la luzerne déshydratée, ce sont les fabricants d'aliments, ce sont les distributeurs de fourrage, mais également les canaux de distribution pour des produits qui sont vendus en l'état, que ce soit en sac ou en big bag. Ces trois segments, quels sont-ils? Donc les élevages de chevaux, les centres d'entraînement pour les chevaux de course et de sport, et les structures de loisirs type centre équestre. Avec des besoins très particuliers, spécifiques à chaque segment, que ce soit des problématiques de gestation, lactation, fertilité, croissance pour tout ce qui est élevage,
des problématiques de gestion de la carrière du cheval athlète, de la performance sportive comme Samy Julien nous a montré aujourd'hui, ou de la récupération à l'effort pour les centres d'entraînement, et puis les structures de loisirs, des besoins qui sont liés au niveau d'activité du cheval et puis à son bien-être, bien sûr, dans ce type de structure. Donc, des segments de marché qui ont en commun des besoins qu'on peut résumer par des besoins de performance, bien sûr, qu'elles soient de production en élevage ou sportive chez les entraîneurs, de santé pour ces trois segments, et de bien-être également du cheval, qui est une partie qui est aussi liée bien sûr à la santé du cheval. Alors, je vais passer à si on fait un focus, oui, sur le cheval athlète, et qui est effectivement une des parties les plus exigeantes, bien sûr, du marché équin, en fait, pour nous. Eh bien, si on reprend en fait ces trois éléments, performance, santé, bien-être, eh bien, on constate effectivement que la luzerne, finalement, c'est un aliment sécurité qui coche toutes les cases. C'est tout d'abord une source d'énergie adaptée au cheval, puisqu'elle apporte des fibres hautement digestibles pour les chevaux. Donc, c'est une source d'énergie sûre pour les chevaux de sport. C'est une matière première avec un fort pouvoir tampon, Samy Julien l'a montré, donc un aliment antiacide qui permet donc de prévenir notamment effectivement ces ulcères gastriques dans les régimes riches en amidon. Et puis, c'est une fibre qui respecte la physiologie digestive du cheval, puisqu'elle stimule la mastication. Vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de l'éleveur, et donc permet une bonne déglutition, une usure normale des dents. Donc c'est un cheval qui va effectivement passer plus de temps à se nourrir, et moins de temps à s'ennuyer. Donc ça, c'est des choses importantes. Donc nous nous appuyons bien sûr sur les travaux de Lab2Field, bien sûr, pour communiquer ces éléments positifs de la luzerne en alimentation équine. Néanmoins, une chose est très importante lorsqu'on parle de chevaux de course et de sport, c'est l'importance d'avoir des tests négatifs aux substances dopantes. Et là, je vais laisser passer, je vais vous parler de ça par la suite. Enfin, Didier Coulmier vous expliquera un petit peu ce que c'est, mais nous avons mis en place au sein de DISIS donc ce genre de test de manière régulière depuis déjà de plusieurs années, et on va pouvoir vous illustrer ça par la gamme de produits que nous avons. Donc, si vous pouvez passer la slide suivante. Voilà, aujourd'hui, les produits chevaux des Yélis, comme vous voyez, on a développé une gamme, donc tous testés négatifs au SNAP. Alors, nous avons aussi bien des granulés que des brins de luzerne. Donc, dans l'ordre, l'Hypomix, donc, qui est un produit luzerne et maïs donc mélangés. Nous avons également des produits en balles de luzerne, donc en brin, que sont le Rumiluz Mash TM et le Rumiluz Fiber TM, qui sont notamment utilisés dans tous les mâches fibreux. Et puis, nous avons l'Equiluz, qui est le standard cheval pour nous, pour les pelets de luzerne, et qui est utilisé de manière assez large par les fabricants d'aliments dans leur fabrication. Et enfin, nous avons développé récemment un nouveau produit qui s'appelle l'Hypomix Fiber, que Didier Coulmier avait eu l'occasion l'année dernière de vous présenter, qui est un produit qui mélange de la luzerne déstructurée. Donc, ce sont des brins de luzerne qui sont issus d'un procédé particulier, avec des cossettes de pulpe déshydratée.
Et donc, l'avantage de ce produit étant que il est particulièrement adapté aux chevaux sensibles, notamment, et il est particulièrement bien ingéré par ces chevaux. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Didier pour vous faire un focus sur la partie Snap. Voilà. Merci Ludovic et rebonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, ce petit logo bleu, là, Negative Tested, en espèce de mauvais franglais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, effectivement, ça veut dire que ce sont les produits base lucerne, bien sûr, très majoritairement, bon, un petit peu d'autres, comme l'a rappelé Ludovic, qui sont testés et dans lesquels on n'a pas détecté aucune trace de SNAP, donc le fameux SNAP, hein, on aime bien le jargon, les raccourcis, donc SNAP pour substance naturelle alimentaire prohibée. Alors ça, c'est pas une lubie des Zialis, hein, comme rappelait Ludovic, c'est des choses sur lesquelles on nous a demandé de travailler il y a quand même des années, voire des décennies, maintenant quelques décennies, pas trop quand même, notamment avec la morphine qui avait ébranlé la filière dans les années 90. Et donc ça vient du monde des courses, hein, au niveau international, hein, à travers la Fédération équestre internationale, mais aussi sur des choses beaucoup plus proches de nous, au niveau national, donc avec la démarche de plus en plus forte de contrôle antidopage, tous sports confondus, que ce soit des sports pour humains ou des sports pour animaux, donc avec les activités de l'Agence française de lutte contre le dopage. Et puis, c'est gravé dans le marbre, si je puis dire, dans le code des courses de la Fédération nationale des courses hippiques, alors que ce soit pour le trot ou pour le galop, où effectivement, il y a un passage spécifique sur ces substances, hein, les substances prohibées, comme c'est indiqué dans le texte, qui sont définies par des substances susceptibles d'agir à tout moment sur le système nerveux, le système cardiovasculaire, le système respiratoire. Il y a toute une litanie, c'est pratiquement tout le métabolisme du cheval. Et bien sûr, l'impact sur ces systèmes peut impacter et mettre en situation de concurrence déloyale les animaux si les performances sont altérées. Alors bien sûr, ces substances-là concernent ou concernaient avant tout les substances médicamenteuses, mais des substances naturelles qu'on va retrouver dans n'importe quelle matière première ou aliment peuvent avoir ces mêmes effets que les substances prohibées médicamenteuses et donc par là même impacter les performances des animaux. Alors comment s'est organisé ce test-là? Donc c'est présenté dans la slide suivante. Denis, s'il te plaît. Alors, en fait, on n'est pas tout seul, hein. Bien sûr, là, on s'est rapproché de ce qui se passe dans le monde de l'alimentation animale, où là, les fabricants d'aliments sont très bien organisés, notamment sous l'égide de l'association Ocalim, qui définit un certain nombre de référentiels pour les bonnes pratiques de la fabrication d'aliments composés, que ce soit pour le cheval ou d'autres espèces. Et en particulier pour le cheval, il y a un référentiel spécifique qui s'appelle le socle technique de nutrition équine. Et dans ce socle technique de la nutrition équine, on va retrouver toute la liste des SNAP qui, en France, sont suivis, font partie de recherche. Et puis en face, les matières premières à risque. Alors vous verrez que dans les matières premières à risque, il y en a certaines qui sont très exotiques, d'autres un peu moins. Alors dans les substances, il y a, je dirais par ordre d'importance, plus connu du grand public, donc tout ce qui est caféine, théobromine, théophiline, donc des choses qui sont très présentes dans les produits de consommation courante pour humains, le café, le cacao, le thé, le chocolat. Donc il est hors de question d'apporter ce type de produit à un cheval, même pour lui faire plaisir. Après, des choses un peu plus anecdotiques qui font penser à d'autres choses. L'atropine, la scopolamine, présence dans le datura. Donc datura, c'est une adventice de certain nombre de cultures, voire même d'autres adventices. Ensuite, on a aussi, alors j'en parlais tout à l'heure, la morphine. Alors la morphine qui est assez spécifique puisqu'on va la retrouver surtout dans les pavots œillettes cultivés. Les pavots sauvages sont finalement très peu riches, hein, donc ce sont les cultures, parce qu'il y a une production, un business autour de la morphine, notamment dans le monde du médicament, donc ce sont des cultures qui sont faites dans divers pays, donc notamment en France. Et puis des choses aussi dont on entend un peu moins parler, la bufoténine, la méthylbufoténine et la diméthyltryptamine,
qui sont présents dans certains roseaux, certaines adventices de milieux qu'on trouve dans les milieux de culture de certaines plantes fourragères. Donc, sur notre production de grandes cultures, hein, là où on va s'approvisionner pour élaborer des matières premières qui seront mises en œuvre par les fabricants d'aliments. Donc, nous sommes en zone d'exploitation de grandes cultures, vous le savez. Donc, je dirais, lorsqu'on fait une hiérarchisation de ces risques-là, bon, on trouve, et l'histoire nous le rappelle, la morphine à travers les cultures de pavoyettes qui sont présentes dans plusieurs régions de France, que ce soit dans le centre, en Champagne-Ardenne et dans l'ouest. Alors, effectivement, toutes ces zones-là ne sont pas directement concernées par la culture de luzerne déshydratée, mais on va en retrouver. L'atropine et la scopolamine, c'est quelque chose qui est en train de monter, notamment avec l'évolution du datura qui, alors, réchauffement climatique ou pas, ou pratique culturelle, fait que c'est une adventice qu'on retrouve de plus en plus qui tend à remonter vers le nord de la France. Donc, il est sur surveillance et notamment, il est déjà, le datura est très présent, notamment dans les cultures de tournesol et de maïs. Donc, les gens qui utilisent des produits pour les chevaux font très attention sur ces deux contaminants, notamment pour ces deux matières premières. Après, sur la bufoténine et autres, bon, ça reste quand même assez limité puisque, bon, en dehors des crapauds et des grenouilles, on va retrouver dans certains types de roseaux, voire des plantes très, très tropicales, plutôt d'Amérique du Sud, donc des choses qu'on n'a pas trop l'occasion de croiser dans nos zones de grande culture en France. Donc, ce qui fait que le risque reste assez limité. Et puis, en dernier cas, caféine, théobromine, théophyline, même si ils sont assez connus du grand public, le risque principal, il est sur des contaminations croisées qu'on pourrait avoir dans nos usines ou dans les usines de nos clients fabricants, sur des produits, des coproduits de café, cacao ou thé qu'on pourrait avoir avec des produits autres, luzerne, céréales, etc. Mais là, la mise en place d'une étanchéification du circuit, voire une suppression de ce type de coproduits qui ont un intérêt quand même assez limité en alimentation animale, font que c'est quand même relativement bien géré. Alors, au niveau de chez Desialis, comment ça se passe? Ben, nous, en fait, on applique ce qui se passe chez les fabricants d'aliments. Hein, donc, on a pris les principes du référentiel du socle technique nutrition équine, et puis on l'applique, hein, notamment à travers la recherche et l'éradication de ces substances-là. Donc, en fait, tous les lots qui vont rentrer chez Desialis pour fabriquer des produits à destination du marché cheval, alors principalement, majoritairement la luzerne, mais aussi un peu de maïs, mais aussi un peu de pulpe betterave, on l'a vu à travers la présentation des produits. Donc, ces choses-là, ces produits-là, ces matières premières, vont faire l'objet d'un contrôle libératoire sur tous les lots qui seront à orientation du marché cheval. Donc, c'est identifié, c'est tracé chez nous. Donc, c'est relativement facile une fois qu'on est bien organisé. Donc, en moyenne, on fait une analyse sur des lots de 50 à 100 tonnes. Et globalement, tous les produits qui vont vers ce marché cheval, alors de façon très large, ça représente, toute référence confondue, chez Desialis, environ 90 000 tonnes. Donc, on a un lot, une analyse tous les 50-100 tonnes, c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors bien sûr, ça va dépendre du type de matière première, ça va dépendre aussi de la localisation de l'usine qui est prise en considération, puisqu'on est multisite. Donc voilà l'ordre de grandeur. Et puis ensuite, ces analyses ne sont pas faites par notre laboratoire, donc on travaille avec un laboratoire qui s'appelle l'ABO, qui est basé en Normandie et qui travaille sous référence COFRAC. Donc, il y a un référentiel pour ce type de produit. Dans le jargon, là, c'est Lab GTA30 STAP. Bon, ben voilà. Donc, on travaille avec ces gens-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ben, par exemple, sur les années passées, sur une référence qui s'appelle Equilus, donc nos granulés de luzerne, qui est le produit vedette, si je puis dire, de la gamme des Desialis, ben, vous voyez que le nombre d'analyses qui est fait tous les ans, donc ça fait quand même un peu de volume. Et puis, vous avez dans la colonne de droite le nombre de lots positifs, donc des lots qui ont été déclassés. Ben, vous voyez, donc finalement, c'est quand même très variable. Là, on n'a pas de choses uniques, hein. On a des choses qui sont très variables, puisque bon, une année comme l'an dernier, très peu impactée, 2% de lots déclassés. Par contre, 2016, vous voyez, c'était pourtant une année aussi, non, une année plutôt humide, pas une année sèche comme l'an dernier. Non, 2019, c'est pas l'an dernier, c'est il y a 2 ans, j'ai pas les chiffres 2020, donc 22%. Donc, c'est quelque chose qui doit rester sur surveillance parce que c'est très, très aléatoire. Et puis, bien sûr, pour nous, derrière, ça veut dire déclassement de quantité significative, hein, qu'on en déclasse 20% de la production. Alors, rassurez-vous,
ces lots-là n'ont pas été à la benne, puisque sur d'autres marchés, on n'a pas ce type de contraintes sur ce type de substances. Donc, on peut les valoriser sur des productions plus classiques, en ruminant, voire en lapin. Donc, en conclusion de tout ça, effectivement, on applique chez les Zialis, pour aller sur ce marché, l'alimentation équine, les référentiels qui sont en cours chez nos clients fabricants et qui sont appliqués par tous. Bon, là-dessus, rien de spécial, puisqu'on fait déjà, comme on fait sur d'autres espèces chez les Zialis, on identifie les attentes du marché, de nos clients, et puis on y répond en mettant en place ce qu'il faut pour y répondre. Donc, pour la partie cheval, on a déjà cet aspect-là qui est contrôlé. Donc, l'impact de nos produits sur les activités sportives des chevaux, soit course ou sport plus classique. Mais derrière, on s'intéresse aussi à d'autres aspects de l'alimentation équine, notamment, comme le rappelait Ludovic et Samy aussi, le bien-être et la santé des chevaux. Et c'est ce qui a motivé notre entrée dans le programme de recherche initié par la coopération école et Lab2Feed. Je vous remercie. S'il y a des questions, je reste à votre disposition. J'entends rien. Je ne sais pas si j'ai un problème de... Non, c'est bon, c'est dit, on t'entend. Ça y est, c'est revenu. Merci. Voilà, pardon. Merci Didier. Je vais peut-être ouvrir une séance de questions aussi, peut-être sur l'offre des Zialis et les précautions prises. Sinon, je remets la présentation pour juste la conclusion d'Éric Massé. Éric, si tu veux bien, je te laisse la parole. Oui, puis je pense que de toute façon, si vous avez des questions, bien sûr, on se tient à votre disposition. Oui, la luzerne déshydratée, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vraiment une filière en progrès constant. D'ailleurs, on a travaillé sur une prospective qu'on appelle Luzerne 2026, que vous allez recevoir, je crois, dans la journée. Et donc, ce rapport Luzerne 2026 reprend un peu tous les axes de performance que nous avons pour les années à venir. Et d'ailleurs, cet axe de performance était issu d'une ancienne prospective qu'on avait appelée DESI 2020, qui avait pointé du doigt donc ce marché de l'alimentation équine, qui nous a permis donc justement de pouvoir travailler, donc que ce soit avec Lab2Feed, et vraiment je remercie Samy Julien pour tout le travail de professionnalisme qu'il a pu réaliser donc pendant ces quelques années sur l'intérêt de la luzerne déshydratée dans l'alimentation équine. Bien sûr, toujours en partenariat avec des Zialis, qui a 85% du marché, mais ce travail qui a été réalisé profitera bien sûr à toutes les autres coopératives qui ne sont pas dans des Zialis. Très rapidement, donc pour la luzerne, c'est aussi une empreinte carbone et depuis 2006, on a vraiment réalisé des progrès absolument fantastiques sur ce bilan carbone, puisqu'on est passé de stockage, de mobilisation du carbone, donc de plus 218 kilos par tonne à 391 kilos par tonne. Alors, en dehors de ces chiffres, simplement pour dire que depuis cette date-là, c'est plus d'1 million 150 000 tonnes qui ont été mobilisées donc dans le sol par la luzerne. Vous voyez, quand on parle de réchauffement climatique, la luzerne est là aussi pour apporter des solutions. La luzerne, donc, je vous l'avais dit en introduction, c'est aussi de la biodiversité. On a réalisé depuis quelques années des expérimentations donc, de bandes de luzerne laissées. Vous savez, une luzerne, c'est 4 coupes par an. Et donc, sur une première coupe, on laisse une bande sur le côté qui va beaucoup plus fleurir et profiter donc à tous les pollinisateurs, toute la faune sauvage qui peut se trouver autour.
Et donc cette année, on a mis en place à grande échelle, parce que ce sont dans cette région Champagne, avec Symbiose et son projet Apidus, 1800 km de bandes non fauchées qui vont profiter pleinement aux apiculteurs. Comme je vous l'avais dit, les apiculteurs de ma région Champagne, je suis agriculteur dans la Marne, savent tout l'intérêt d'avoir de la luzerne dans ma région. 1800 km, c'est à peu près 600 hectares de luzerne fleurie qui vont être laissés. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les associations d'apiculteurs, donc à travers des conventions, donc parce qu'on fait partie aussi de ces associations, enfin de la coopération agricole Luzerne de France souhaite qu'il y ait un lien, bien sûr, avec les apiculteurs et on fait tout pour travailler avec eux. On a aussi, depuis de nombreuses années, adapté nos pratiques de fauche pour récolter la luzerne afin, bien sûr, de respecter la faune locale. Alors, la luzerne, c'est aussi une rémunération. Hein. Alors, on est là, bien sûr, pour servir nos marchés. Et cette alimentation équine hein, et tout le travail que fait aujourd'hui Desialis pour se rapprocher de cette demande, mais c'est aussi une rémunération pour les producteurs, donc à travers un marché, à travers un prix qui permet d'avoir une culture digne de ce nom et rentable dans les marges d'une exploitation agricole. La rémunération dépend aussi de la politique agricole commune et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la nouvelle PAC va entrer en vigueur donc en 2023 et on commence à avoir un peu les premiers axes de ce que pourrait être cette PAC. Et c'est vrai que cette plante de la luzerne, je dis souvent que c'est une plante magique parce qu'on rentre dans toutes les cases et on a actuellement un plan protéines, hein, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la France importe 50% de ses besoins en plantes riches en protéines. Et donc, après 2023, il y aura de nouveau un plan protéines. Et cette PAC aussi, 2023, on parle d'éco-régime, on parle de BSCAE. Alors, c'est les bonnes conditions agricoles et environnementales. Donc, par rapport à la rotation des cultures, par rapport aux surfaces fixatrices d'azote, hein, aux cultures intercalaires. Donc, bien sûr, nous, on a notre mot à dire. Et dans cette nouvelle PAC, on parle aussi de PSE, les paiements pour services environnementaux. Là aussi, Luzerne de France a sur la table donc un projet pour mobiliser et permettre à cette culture d'améliorer donc la biodiversité de nos régions. Voilà, je ne voulais pas être trop long, donc j'en finis donc pour ma conclusion et vous donne rendez-vous donc en fin d'année pour un bilan de campagne et évoquer donc notre feuille de route pour 2022. Donc bien sûr avec les modalités de la PAC qui seront à ce moment-là mieux connues. Voilà, merci à vous, mais peut-être si vous avez des questions, en tout cas, nous sommes prêts encore à y répondre. Ou Denis, peut-être je te redonne la parole pour terminer. Si tu veux prendre la parole. Mais vous avez peut-être des questions. Pardon, excusez-moi. Oui, des questions. Sinon, je vous confirme que je vous enverrai dans la journée les présentations qui vous ont été faites, ainsi qu'un communiqué de synthèse et les quelques documents attachés qui ont été évoqués ici ou là. Voilà, désolé, il est 10h43, on avait parlé d'une heure. Si vous n'avez pas de questions, merci d'avoir participé et de suivre les travaux et l'actualité de la filière sur nos réseaux sociaux, notamment Twitter, mais aussi LinkedIn. Merci à tous et à toutes, plutôt aussi, et à bientôt et bonne semaine et bon congé, sinon. On se prendrait sans doute. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.